Espace TV, le 22h. Il est 22h à Conakry. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, les titres. Mise en place ce vendredi d'un plan d'urgence sur la sécurité routière en Guinée. Cette mesure vise à minimiser les accidents de circulation. Le projet permettra également aux agents de la sécurité d'instaurer une rigueur dans le contrôle des véhicules sur les routes. Le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger s'active pour entrer en négociation avec le département d'État américain sur les restrictions de la délivrance des visas ce vendredi. Le ministère a organisé un point de presse afin d'apporter quelques précisions sur l'évolution du dossier. Au lendemain de l'attentat à la bombe artisanale dans le métro à Londres, où des mesures de sécurité ont été renforcées, la police annonce l'arrestation ce samedi d'un homme de 18 ans. Encore une fois, bienvenue à tous. Polémique sur les 20 milliards de dollars américains issus de l'accord cadre entre la Guinée et la Chine. Le chef de l'État guinéen répond à ses détracteurs et apporte des précisions. Selon Alpha Condé, cette convention est loin d'être un bradage des mines, mais plutôt le point de départ du décollage économique du pays. Il l'a dit ce samedi au cours d'un point de presse animé au palais Sékou Touré. Antoine Kourouma et Abou Koria Kourouma y étaient pour nous. Suivi. D'entrée de jeu, le président guinéen a tenu à éclairer les lanternes sur la nature de l'accord signé avec la Chine. On dit que nous avons donné toutes nos ressources minières à la Chine. Et sinon même on aurait vendu la Guinée à la Chine. Les concessions qui sont avec les entreprises chinoises, les royalties seront exclusivement réservées au remboursement des financements des infrastructures. Loin d'un bradage de nos mines, cet accord devrait être le point de départ du décollage économique de la Guinée, a précisé Alpha Condé avant de définir les projets dans l'immédiat qui seront exécutés par les Chinois. En aucun cas je ne permettrai que les ressources minières ou pétrole hors de la Guinée soient bazardées. Mais je n'accepterai pas non plus qu'elles restent sous terre. Ça sert à quoi de dire scandale géologique, la Guinée est riche, quand vous recherchez sous terre, ça sert à quoi? Sur la question du cadre juridique lié à la signature de cet accord, le président guinéen dit avoir tenu compte de tous les paramètres avec des cabinets d'experts qui ont étudié le dossier. Je pense que donc, pour le cadre juridique, nous avons des cabinets occidentaux. Nous sommes en train de toutes les garanties, mais nous ne voulons pas non plus que notre travail soit retardé. Alpha Condé est resté fidèle à ses habitudes en repliquant de façon acerbe à des questions posées par certains journalistes. Ce fut le cas du journaliste de France 24. Adressez-vous au ministère et c'est comme ça que vous discréditez le pays en rencontrant des conneries sur France 24, alors que vous pouvez vous adresser au ministre, ça va, vous enquêtez comme vous pouvez faire des enquêtes. Quoi? Vous êtes parti au ministère des Mines? Quelle possibilité vous avez de faire des enquêtes, d'avoir accès au dossier? Je n'ai pas au ministère des Mines. Soyons moins prétentieux. Sur les événements de Bokeh, le président Alpha Condé s'est également prononcé. Selon lui, les discussions sont en cours pour un retour à la normale dans la zone minière de Bokeh. Il est au micro d'Antoine Kourouma et de Abou Koria Kourouma. Je me suis penché sur la situation. J'ai convoqué les miniers. J'ai dit le contenu local, ça veut dire d'abord employer les gens de la région. Mais quand je vois la liste des prestataires, je n'ai pas vu un Somparé, je n'ai pas vu un Kumbassa, je n'ai pas vu un Sampil. Mais, même si on doit prendre un Condé ou un Diallo, on doit commencer d'abord par eux. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de Diallo de Condé, mais il faut commencer d'abord par eux. Et j'ai exigé donc, à ce moment, qu'ils ont décidé de mettre 50 camions. J'ai dit, il faut monter à 70 pour 50 camions neufs à des situations et des hommes d'affaires et des jeunes, et pour leur permettre de transporter la bauxite et de rembourser le camion par la bauxite, mais en même temps d'avoir les ressources et de transformer. J'ai donc demandé, j'ai convoqué donc nos parents de Bokeh en disant, bon, voilà les 70 camions, allez maintenant voir quelles sont les d'affaires
qui peuvent exploiter ces camions et donner du travail, et former des groupes de coopératives de jeunes. Ça, c'était en mai. Quand j'ai réussi hier, j'ai dit, mais je suis désolé, les camions sont là et je n'ai rien obtenu de vous. J'ai dit, bon, puisque vous ne pouvez pas, alors l'État même va s'en occuper. Nous, on peut organiser les gens, parce qu'il n'y a pas que les récits, il y a l'emploi jeune, il y a aussi les gens qui ont besoin de travailler. Les mines sont dans leur région. Je vous le disais en titre, le ministre guinéen des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger s'active auprès du département d'État américain pour une négociation sur les sanctions que l'administration Trump vient d'infliger à la Guinée. Vous le savez, les États-Unis ont procédé à une restriction de la délivrance des visas pour une catégorie de Guinéens qui désirent se rendre aux États-Unis. Le ministère des Affaires étrangères a organisé un point de presse ce vendredi pour apporter des précisions. Macky Sall et Ibrahima Souma étaient de la partie. Voici leur compte-rendu. C'est une crise diplomatique sans précédent dans l'histoire des relations entre la Guinée et les États-Unis d'Amérique, indique le ministère guinéen des Affaires étrangères. Pourtant, selon son secrétaire général, toutes les requêtes de l'ambassade des États-Unis en Guinée sur les Guinéens en situation irrégulière qui vivent aux États-Unis ont été favorablement répondues. Les sanctions portent essentiellement sur les catégories de visas de type B relatifs au commerce et aux loisirs, de type F qui concerne les universitaires. À cela s'ajoute le type J et M qui concerne les hommes d'affaires. L'ensemble des officiels et leurs familles ne sont pas à marge et la levée de ces sanctions est conditionnée par le rapatriement d'environ 2600 Guinéens qui sont sur la liste noire du département d'État américain. Mais comment en est-on arrivé à ce stade? La Guinée avait-elle reçu un préavis pour éviter que ses relations ne se détériorent? Voici autant de questions que Mamadou Hadi Barry a tenté de répondre. Pour lui, l'État guinéen était en négociation au niveau local pour éviter tout incident diplomatique. Mais à son fort étonnement, la dégradation de confiance a pris un envol. Aujourd'hui, environ 2600 Guinéens qui sont sur la liste noire du département d'État américain vont être rapatriés dans les semaines qui suivent. Parmi eux, 26 Guinéens sont accusés de crimes sur le sol américain et qui continuent de purger leur peine. Des dispositions sont déjà prises, selon le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, pour une identification systématique afin d'obtenir un rapatriement normal. Les ministères comme celui de la justice, de la sécurité, mais aussi de l'action sociale, sont impliqués pour le retour de ces ressortissants mis en cause. Aux dernières nouvelles, Mamadi Touré et Mamadi Condé, respectivement ministres de tutelle et ambassadeurs de la Guinée à Washington, sont reçus ce vendredi au département d'État américain dans le but de discuter avec l'administration Trump pour la levée de ces sanctions au nom du droit international. Un plan d'urgence sur la sécurité routière a été mis en place ce vendredi en Guinée. C'est une initiative du gouvernement guinéen pour lutter contre les accidents de circulation, mais aussi faciliter le déguerpissement des femmes vendeuses à la sauvette. Ce plan d'action élaboré par le ministère de la Sécurité va permettre aux forces de sécurité de travailler dans des conditions idoines. Mohamed Valek Touré et Alseni Kamara. Comment réduire la fréquence et la gravité des accidents de la circulation routière en Guinée? Voilà l'objectif de cette campagne d'urgence pour la sécurité routière lancée ce vendredi à Conakry. L'opération va se dérouler sur 3 mois et passera par le désengorgement des emprises des routes. Le gouvernement a décidé qu'un plan d'action d'urgence soit mené avant l'organisation des États généraux. Pourquoi? Parce que il y a trop d'accidents de circulation et l'inobservation des lois et règlements en matière de sécurité routière est flagrante et la responsabilité est collective et il faut appeler à la bonne citoyenneté. Loin d'un feu de paille, le ministre Abdoul Kabele promet de mettre tout en œuvre pour réussir ce plan d'action d'urgence. Il mise sur le déploiement des forces de sécurité. La méthode consistera à la sensibilisation des citoyens, au renforcement de la capacité opérationnelle des agents et à une rigueur dans le contrôle des pièces des véhicules. L'opération vise les marchands, les étalagistes, les garagistes et autres occupants illégaux qui envahissent la chaussée et les ronds-points. Nous tirons sur la sonnette d'alarme. Ceux qui occupent les emprises de la route doivent quitter le plus rapidement.
les administrateurs des marchés et autres qui coupent les tickets pour les marchands ou marchandes, n'est-ce pas, qui occupent les emprises de la route, doivent cesser de le faire, ils seront sanctionnés. Les agents de sécurité qui se rendront coupables des indélicatesses dans la circulation ne seront pas épargnés, a prévenu le ministre. Nous faisons comme de bons policiers ou de bons gendarmes. Nous utilisons d'abord le sifflet, n'est-ce pas, avant de sanctionner. Ce plan d'urgence se tient en prélude aux États généraux de la sécurité routière, prévus les 9, 10 et 11 octobre prochains. Les défis à relever restent la non-maîtrise des effectifs et la forte concentration des agents dans la zone spéciale de Conakry. Fin de la formation des cadres des ressources humaines du ministère de la Sécurité. Au nombre de 60, ils se sont familiarisés durant quelques semaines aux outils de gestion des ressources humaines avant d'être sanctionnés par des attestations de stage. Reportage d'Ibril Ba et Aliouba. Redimensionner la direction des ressources humaines est une des réformes souhaitées par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Autrefois, ce service avait été érigé en division des ressources humaines. La tendance ne tient plus. Pour le département, il est fondamental de s'adapter à la révolution des outils informatiques. Avant, on n'était pas quand même monté 4 ou 5 000 policiers. Aujourd'hui, nous évoluons vers près de 13 14 000 policiers. Donc, nous sommes en train quand même d'évoluer en ce qui concerne les effectifs, mais surtout la qualité, la qualification. L'initiation a été une belle opportunité, résument les participants. Bientôt, les matériels informatiques et bureautiques nécessaires seront mis à leur disposition. On a suivi la formation avec succès. Vraiment, ça nous a très bien édifié. L'avantage de la formation du personnel de la direction des ressources humaines par l'Union européenne reste la connaissance des textes régissant désormais les différentes étapes de la carrière des personnels du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. L'autre aspect est la vision partagée de l'action de formation menée et de la mise en place de l'opérationnalisation de la direction des ressources humaines. Deux auteurs dédicacent leurs œuvres ce samedi au Centre culturel franco-guinéen. Il s'agit de Dr Isiaga Souaré et Dr Mamadi Kaba. Ils ont publié respectivement les partis politiques de l'opposition africaine et la Guinée face aux défis de la démocratie. Les deux auteurs ont eu le temps de présenter leurs œuvres au public. Malik Sangana Kamara, Mamadou Souma pour plus de détails. Dr Isiaga Souaré, politologue, a passé un bon moment de recherche pour balayer d'un revers de main les affirmations qui soutiennent que l'Afrique manque encore d'alternance au pouvoir. Ces recherches ont prouvé que le continent noir est bien démocratique. Les partis politiques en Afrique, conquête du pouvoir est l'œuvre mise à la disposition des lecteurs. J'ai recensé 32 cas d'alternance sur le continent depuis 1990 en se limitant seulement à l'alternance en faveur des partis politiques de l'opposition, donc ce qui exclut l'alternance en faveur des candidats indépendants. Et quand on voit, sur ces 32 cas, 7 ont eu lieu dans des pays qui ont un système bipartisan. C'est le cas au Ghana. Il y a eu 3 cas d'alternance au pouvoir au Ghana, une fois en 2000, une deuxième fois en 2008, une troisième fois l'année dernière en décembre 2016. Le président de l'INDH, lui, s'est intéressé aux défis auxquels font face la jeune démocratie guinéenne. Ces propositions de solutions pourraient être un atout pour le bon fonctionnement de l'État à travers la participation du peuple et l'indépendance des institutions républicaines. Les défis les plus urgents consistent d'abord à réformer certaines institutions et deuxièmement à créer les conditions de la tenue d'organisation locale le plus vite possible. À cette dédicace, le président du BL dit tirer profit aux exposés de ces deux auteurs pour enrichir sa lutte politique. Je trouve que ce sont des ouvrages qui vont inspirer nous les acteurs politiques et qui vont nous aider, par exemple le premier, à comprendre ce qui a marché ailleurs et qui pourrait aussi marcher chez nous. Par rapport au second ouvrage, celui de M. Kaba, je crois que notre démocratie a effectivement beaucoup de défis. Cette présentation des livres est, en plus de Conakry, capitale mondiale du livre, une occasion de célébrer la journée internationale
de la démocratie. Et puis, à l'occasion de la Journée internationale de la souveraineté africaine, la structure UNCO a tenu ce samedi une conférence au sein de son siège à Imbaya sur l'utilisation de la monnaie CFA et la mise en valeur de la langue UNCO. Reportage Kadatou Kamara et Aliouba. La structure UNCO se fixe pour objectif l'utilisation d'une monnaie unique et d'une langue dans toute l'Afrique. Elle tient à ce que les Africains soient un exemple pour tous les autres continents. Encore, l'association voudrait que les jeunes du XXIe siècle suivent les traces des anciens. Pour nous, c'est la langue d'abord qui est le premier outil de la souveraineté. Quand la souveraineté linguistique est là, en ce moment, les enfants peuvent percer la science, la technique et la technologie. Les adeptes du UNCO sont en train de produire des tablettes numériques. Écrit là-dessus, Made in Guinée, pour la première fois dans l'histoire. Donc, vraiment, pour que la science soit percée, il faut passer impérativement par les langues nationales. Ce membre de la structure UNCO évoque l'importance de cette langue dans nos sociétés et exprime clairement pourquoi elle doit être parlée en Afrique. La langue UNCO, c'est une langue à promouvoir qui a fait beaucoup de travail sur le terrain. Nous les soutenons. Nous s'inscrivons dans ce cadre. L'objectif de Kémy Séba, c'est promouvoir une langue africaine et promouvoir une monnaie unique africaine et l'unité africaine en un mot. Sport dans cette édition, passation de grade à la Fédération guinéenne de karaté. Pendant 3 jours, plus de 80 athlètes de ceinture marron et bleue seront soumis à une série d'exercices physiques et de tests de connaissances académiques liés à la pratique de ce sport. C'est pour passer à une grade supérieure. C'est le Palais des Sports qui va servir de cadre à cette cérémonie de passation. Reportage Paul Tunkara et Mohamed Bangour. Ils aspirent tous passer de la ceinture marron à la ceinture noire. Mais avant, ils sont soumis à une série d'évaluations. Ce test est un moment mémorable pour la Fédération guinéenne de karaté. C'est une activité annuelle, au fait. Nous avons voulu cadrer cette situation en harmonie avec le programme annuel de la Fédération guinéenne de karaté. Donc c'est pourquoi les athlètes que vous voyez derrière vous ont suivi une séance de préparation pour amorcer cette passation de grade. Ces athlètes seront évalués sur la base des connaissances académiques et des exercices d'aptitude physique par un jury composé de maîtres, d'encadreurs rompus dans cet art. Chaque thématique sera notée et la somme des notes obtenues par candidat déterminera s'il est admis ou pas au grade supérieur. Pour cette fois-ci, on a pris le Kion sur 20, on a pris le Kata sur 20, on a pris le Kumité sur 20. Le candidat doit minimum les 100 points. Les 100 points pour être, homologué. S'il n'a pas 100 points, c'est comme ceux qui ont fait l'université. Il y a des matières où on te recale, on dit que tu vas en session. Tu vas en session, si par exemple la moyenne, tu n'as pas eu la moyenne là-bas, on te donne un temps moratoire. Tu te prépares, tu viens passer ta session. Elles sont cette femme sur plus de 80 inscrits, un nombre jugé insignifiant, mais qui réjouit la fédération. C'est un sentiment de satisfaction. Même pas à 100% parce que dans le cadre de la promotion de la femme, nous souhaitons qu'il y ait beaucoup plus de femmes dans ça. Donc c'est une façon de les encourager et de leur faire comprendre que le karaté est un moyen de self-défense pour les violences subies au niveau des femmes. Cette passation de grade s'étend à toutes les ligues préfectorales du pays et se déroulera pendant 3 jours. C'est tout pour cette grande édition d'Information à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle technique. Surtout restez avec nous. Nos programmes continuent sur Espace TV et passez un excellent week-end où que vous soyez. Au revoir.